Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Florent Gabriel, qui est le CIO et cofondateur de Blood. Comment vas-tu, Florent? Je vais très bien, merci Jean pour ton accueil et pour ton invitation sur la chaîne Token Stalkers. Merci. C'est vraiment un plaisir de t'avoir, Florent. On sait que tu es débordé. On a eu l'occasion déjà de se croiser et croiser ton entreprise sur différents événements. On sait que vous êtes partout, notamment on vous a vu à Montpellier. Vraiment bravo pour tout ce que tu fais dans l'écosystème. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quel est ton parcours? Comment tu es arrivé à l'écosystème du Web3? Parce qu'on sait que c'est un écosystème récent et on ne vient pas tous directement de cet écosystème. Et puis, quelle a été la genèse et l'idée que tu as eue pour cofonder ta société? Yes. Moi, au début, j'étais là pour la tech. C'est complètement Oh, faux ce ok. que je viens de dire. Non, c'est complètement faux. Je n'étais pas là pour la tech. Ah, Je n'étais pas là pour la tech du tout. Je vais expliquer mon parcours en bref, comme on a 1 heure. Je ne vais pas prendre 1 heure pour expliquer le parcours. En très rapide, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Je pense que ça a d'ailleurs commencé avec les jeux vidéo à l'époque sur Dofus et différents MMORPG. Et c'est ce qui m'a donné cette envie d'entreprendre. Alors que j'avais aucun entrepreneur dans ma famille. Je viens d'une famille, mon père est immigré, ouvrier, ma mère c'était une mère au foyer. Enfin, je veux dire, il y a pas d'entrepreneur. Quand j'avais 19 ans, j'ai arrêté mon BTS 4 mois avant le BTS et j'avais plutôt des bonnes notes pour créer ma première entreprise. Et ma première entreprise, c'était du blanchiment dentaire. Et c'était ah, vraiment ça. C'était les ok. bars à sourire. Ouais, je sais, ça fait toujours l'effet. Je laisse le petit temps. Euh, donc c'était les bars à sourire, j'avais vu ça qui est en train d'exploser aux États-Unis. Je me suis dit, j'ai pas envie de louper le créneau, je vais faire ça en France en premier. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai fait une formation création Wow. d'entreprise parallèle pendant 6 mois. J'apprenais tout et au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, que le marché était en train de pivoter, que ça allait pas durer. Il y avait un lobbying des dentistes contre le blanchiment dentaire réalisé Mm. par des, des gens qui sont pas médecins, quoi. De l'autre côté, les machines devenaient de moins en moins chères et les esthéticiennes commençaient à s'équiper, les salles de sport. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui va se passer à 6 mois? Qu'est-ce qui va se passer à 1 an? Je pense que je me suis trompé, il faut que je m'arrête. Donc, je me suis arrêté et Bravo. heureusement, tous ceux qui ont continué, ils ont fait faillite. Euh, Période de remise en question, je suis allé faire de l'intérim en attendant de me refaire. Bravo. J'ai bossé à Alstom pendant quasiment 3 ans sur des turbo-alternateurs en tant que technicien de maintenance. Euh, Ça devait être provisoire et en fait la routine s'installe vite, on voit pas le temps passer. Donc 3 ans passent très vite quand tu bosses 48 heures par semaine, dont 2 fois 12 le week-end et que tu sors plus, tu vois plus tes potes et tout. Au même moment, ma femme a été serveuse dans un restaurant, pareil, elle faisait 60 heures par semaine, enfin on bossait comme des fous. Ah ouais. Et on a fait un accident de voiture où on a failli perdre la vie au bout de 3 ans justement. Choc frontal 90 km/h. Et suite à cet Wow. accident, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On a 22, 23 ans, on n'a rien fait, on fait que travailler comme des fous, on n'a pas voyagé, on a fait que dalle. Et moi, mon envie, c'est d'être rentier. Voilà. Je le dis, je dis, voilà, je commence à voir ces vidéos sur YouTube qui commencent à émerger, qui prônent l'indépendance financière et la liberté. Et, et du coup, je commence à creuser le sujet, je tape comment faire de l'argent sur Google. Et bon, je vois plein de trucs, le trading, les trucs. Alors j'apprends un peu le trading en parallèle, je commence à me mettre dedans, ça marche plutôt bien. Tu te penses d'ailleurs super bon trader quand le marché est haussier. Ouais. euh, Effet Dunning-Kruger, quoi, c'est au début, incroyable. Ouais. Montagne de la stupidité, vallée de l'humilité, quoi. Allez. Donc non, ouais, je tombe sur le dropshipping et je sais pas, éthiquement, j'accroche pas. Il y a un truc, j'accroche pas. Ensuite, je tombe sur le marketing de réseau, le MLM. Je fais, ah ouais, ça a l'air incroyable ça. Je dis, tu dois niquer ta famille et tes amis en premier pour faire du blé. Et après, tu dois aller arnaquer d'autres personnes quasiment. Alors attention, il n'y a pas tous les MLM qui sont comme ça, mais en tout cas, 95%, c'est ça. Ça ne me correspond pas non plus. Et je tombe sur l'immobilier. C'était un mec, payait pas de mine au début. Il commençait ses formations. C'était Yann Darwin. Je sais pas si ça te Ah parle. ouais. Et, Super ouais, il personne. commençait. Et je me dis, tiens, je vais suivre ce mec. Et je commence à regarder ses formations et tout. Je me dis, ok, vas-y, let's go, immobilier, là, il y a un truc. Donc, je me lance là-dedans à fond. J'apprends l'IMO, je lis plein de bouquins, je regarde plein de formations. Je fais des visites immobilières tous les soirs. Impossible d'acheter parce que j'étais au chômage. Je venais de quitter Alstom pour justement. Et ma femme travaille encore, mais même, ils ne nous prêtaient pas les banques.
Donc, je décide de reprendre les études. J'ai 23, 24 ans à ce moment-là, à peu près. Ouais, 23 ans, je dirais. 23, 24 ans. Et je me dis que je vais reprendre tout mon cursus académique en électrotechnique. Du coup, je reprends en alternance pendant. Et je finis major académique, quoi. J'y vais comme un fou. Alors que j'étais un élève moyen. Hein. J'étais vraiment élève 12, 13 de moyenne qui se laisse porter par la vibe. Et là, d'un coup, je surperforme tout, quoi. J'y suis allé avec la rage, quoi. Avec la rage d'être embauché et la rage de finir major académique pour être pris dans n'importe quelle école d'ingénieur que je souhaitais derrière. Donc, je me fais embaucher à EDF. Je deviens hydrotechnicien sur des barrages hydroélectriques pendant quasiment 7 ans. Je fais de la maintenance, je fais tout ce qui est hydraulique, mécanique, pneumatique, électrotechnique, enfin tout ce qui finit en hic, ça pouvait pas bien finir cette histoire. Et automatisme, qui finit pas en hic. Mais grosso modo, ma femme, pareil, trouve un super taf en Allemagne. Elle devient chef de projet. Enfin bref, elle gagne très bien sa vie. Moi, je gagne bien aussi à EDF. Le travail me plaît. Tout se passe bien. On fait des voyages de fou chaque année. En même temps, on fait de l'immobilier. On fait des visites tous les soirs. On achète en tout 6 appartements que je rénoverai moi-même de A à Z et que je mettrai en location avec cash flow positif. Et je me dis, bon, dans 10 ans, je suis rentier. C'est bon. Là, c'est la life. Dans 5 à 10 ans maximum, c'est fini. Et la vie, elle n'a pas décidé comme ça du tout. On a eu pas mal de malheurs qui nous sont tombés dessus, pas mal de décès multiples dans la famille ou des maladies qui sont arrivées. Et en 2018, j'ai fait une opération des yeux pour plus avoir de lunettes qui a raté. L'opération a raté, je perds la vue quasiment à 70% sur la première opération chirurgicale. Je fais de la rééducation, je fais une deuxième opération chirurgicale qui me rend la vue correctement de loin en tout cas, mais qui me laisse avec une diplopie handicapante très forte, c'est-à-dire que je vois double au quotidien. Normalement, j'ai des prismes, mais là, je les supporte même plus. Je les ai pas pendant la vidéo. Je les monte de moins en moins d'ailleurs parce que je les supporte plus. Je devrais me faire réopérer une 3e fois, mais. Wow. Et du coup, rééducation 4 fois par semaine. À EDF, ils me traitent comme un paria. Ils savent pas trop où me foutre. Ils me disent grosso modo, si j'accepte pas une mutation à 2 heures de chez moi, alors que ma femme elle a un super taf, je vais être licencié. Enfin non, je vais devoir démissionner. Et là, je me rappellerai toujours. Je lui ai dit à ma chef à l'époque, je fais non. Il n'y a que les ministres qui démissionnent. Moi, il faudra me virer, je vous le dis direct. C'est ce qu'ils ont dû faire d'ailleurs. Et un soir, ma femme, elle rentre du taf et je vois qu'elle a une tête jusqu'en bas. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? T'es viré ou quoi? Elle me dit, ouais. Elle me dit, ouais, ils délocalisent en Inde. Ils virent tout le monde. Ils viennent de l'annoncer. Merde. Et c'était le numéro 2 quand même de la boîte. Pardon, numéro 3, mais ouais, très haut quand même. Donc, on est passé de quasiment 7-8 000 euros par mois net en CDI à une pension d'invalidité et un chômage, quoi. Là, ça a été un choc pour moi. Je n'ai même pas paniqué parce qu'il y a eu des décès autour de nous qui étaient assez graves et tout. Donc, un travail. Ça relativise un peu. Ouais. Mec, vraiment zéro émotion dans le truc, tu vois. Je m'assois calmement, tu vois. Je vois la scène encore sur le plan de travail de la cuisine et je dis, bon, demain, je démissionne. Je pars d'EDF, je démissionne. De toute façon, ils n'arrivent pas à me recaser. De toute façon, si c'est pour travailler pour 900 balles par mois de pension d'invalidité, plus 200 ou 300 balles pour travailler pour 1200 balles et toucher des allocs, des conneries, c'est pas pour moi. Ils me traitent comme un paria, ils sont vraiment pas corrects. C'est pas la peine. J'ai dit, je démissionne, donc je te promets que demain je démissionne, demain je crée une entreprise et on va peut-être plus jamais gagner autant de notre vie, mais je ferai tout pour nous sortir de cette merde. Et j'ai menti sur les 3. Mais vraiment, j'ai menti sur les 3. J'ai respecté aucun des 3 trucs. Je lui ai dit que le lendemain, en fait, c'est elle qui m'a engueulé. Elle m'a dit non, mais attends, t'es fonctionnaire, tu payes pas l'électricité, t'as un logement de fonction, déconne pas. Maintenant, c'est moi qui me fais virer, on va voir peut-être pour muter ou quelque chose. Et j'ai dit non. Et le soir, je fais une feuille, matrice de décision. Je fonctionne beaucoup avec des process sur certains trucs. Pourquoi partir, pourquoi rester? Et dans les plus, je mets électricité gratuite et logement de fonction. Et je me dis, mais électricité gratuite, c'est de la merde. C'est un avantage moins bien qu'une bagnole de fonction, quoi. Je veux dire, c'est pas ouf, quoi. Mais qu'est-ce que je peux faire avec cette électricité? Est-ce que je peux faire quelque chose? J'ai creusé. Ok. J'ai fait mon mind map. Et bien sûr, comme tu l'as compris, j'ai planté de la bœuf dans mon garage. Non, j'ai pas fait ça. Mais par contre, j'ai fait tous les calculs, c'est vrai. Et je fume pas. Par contre, du coup, maintenant, je sais tout sur tout. Tu vois, les cycles, les trucs. Il faut foutre la merde.
l'engrais, des trucs. Enfin, bref, un truc de malade. Je connais tout sur le truc. Et donc, j'ai fait tous les calculs de renta. C'était spoiler alert, c'était méga rentable. Mais voilà, comme on essayait déjà d'avoir un enfant, on avait perdu, enfin voilà, on avait fait une fausse couche et tout le bordel. Je me suis dit, j'ai pas envie d'aller en prison, quoi. Pour un truc que je fume pas en plus, ouais, bof. Je veux voir s'il y a une autre solution. Donc, je pense aux panneaux solaires avec des lumières dans ma cave et revendre l'énergie sur, sur le réseau. Bon, ça, c'est pas rentable. Et je cherche, et d'un coup, je tombe sur le forum. Je crois que c'était jeuxvideo.com. Un mec qui avait écrit si je payais pas l'électricité, je minerais du bitcoin dans ma cave comme un porc. Je dis, Ah, qu'est-ce qu'il dit? de quoi il parle, lui? Parce que mon bitcoin, je l'avais vu, hein, l'ancien chef à ma femme, il m'avait dit en 2013 d'en acheter pour 10 000 euros. Moi, je sortais des études, 10 000 euros, c'est tout ce que j'avais. J'ai fou furieux, lui, c'est quoi sa merde du Darknet, là? Laisse tomber. Bref, je l'ai vu passer. Après, en 2017, je dis, ouais, il est trop, laisse tomber. Et là, pour resituer, on est en 2019, quoi. Et donc, en 2019, je me dis, OK, il y a un truc à faire. Je commence à regarder des vidéos sur YouTube. Je dis, OK, là, il y a vraiment un truc à faire. J'achète mes premières cartes graphiques. Je comprends vite qu'Ethereum est plus rentable à ce moment-là. Je commence à miner de l'Ether dans ma cave. Et alors, au moins un mois pour réussir à faire tourner le truc, parce que j'étais quand même une bille en informatique. Par rapport à vraiment des petits génies, il fallait tout faire en Linux à l'époque et tout, c'était quand même assez chiant. Et là, quand je vois les premières cryptos qui tombent, je me dis, effet cumulé. J'ai l'effet boule de neige, vraiment. Je dois le faire à la Warren Buffett, quoi. Là, il y a tous les livres que j'ai lus qui. Tu vois le même avec le chiffre autour, le mec avec le tableau, pareil, tu vois. C'était OK, on y va. Et là, j'écris à tout le monde sur le bon coin. Je me dis, ouais, je veux t'acheter la carte graphique contre de l'Ethereum. L'Ethereum, il se casse la gueule. Et je crois qu'il est à 200-300 $ à ce moment-là, même moins. Très peu de gens me vendent des cartes graphiques contre de la crypto. Ou alors ceux qui acceptent, ils m'arnaquent, ils me scamment. Et je me dis, ça serait formidable si il y avait une plateforme comme eBay ou PayPal, mes versions crypto, pour acheter du matos de mining. Je cherche partout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je m'inscris sur tous les Discord et forums de mining que je trouve. J'écris, mais comme un fou furieux dessus pour monter un peu en street cred. Et au bout de 2-3 semaines, je propose à être modérateur à tous les mecs qui ont ces Discord-là, ces trucs et tout. Je passe modérateur. Et au bout d'un mois et demi, je rencontre mon associé historique, Julien, sur ces Discord-là, qui faisait un peu de la vente aussi comme ça. Et je lui propose de faire un escrow service tiers de confiance, basé sur la blockchain. Il me dit, vas-y, let's go. Il me dit, combien on fera d'argent? Je dis 0. Il me dit, comment ça, 0? Je dis, non. Le but, c'est de savoir qui a quoi, qui vend quoi, quel est le prix du marché, et puis se faire avoir, parce que c'est nous qui vont être au milieu, on ne sera plus avoir dans les deals. Il a dit, ah ouais, c'est pas con ça. Donc on a lancé Mining Market, qui était notre Discord. OK. Franchement, ça a très bien pris, plus que je pensais. Ça a pris une ampleur, d'un coup, on savait qui avait quoi exactement, qui étaient les fournisseurs, les vrais prix, enfin, on pouvait se placer à chaque fois au milieu. Enfin, donc là, j'ai commencé à avoir plus de machines. Et un jour, gros coup de chance, il y a un mec, il m'appelle, il me dit, ouais, on a, je sais plus combien de machines c'était, d'un VC chinois qui voulait tout vendre, voulait plus rien entendre de l'Ethereum et de la crypto. Et il vendait tout à une bouchée de pain. Et je l'ai fait en cours parce que l'histoire est longue, mais j'ai tout racheté. J'ai fait plusieurs allers-retours en Suisse avec la camionnette, j'ai fait rouler ma femme. Ça a été une histoire de fou. Et j'ai acheté tout ça, j'ai revendu une partie, j'ai mis à miner une partie. Je me suis retrouvé avec des centaines de machines chez moi, mais je peux en brancher que 10. Du coup, je me suis dit, mais qui peut brancher des machines pas chères? Purée, qui pourrait me les brancher? Ah bah oui, les collègues. Et du coup, je suis allé dans un meeting, je dirais pas de quel syndicat. J'ai parlé avec les gars, j'ai dit, ouais, à la fin, un peu les plus chauds, j'ai dit, vous en avez marre de l'inflation, vous n'êtes pas augmenté. Moi, j'ai une solution pour vous. Je vous rachète le kilowattheure. C'était 4 centimes, je crois. Vous vous occupez de rien, je m'occupe de tout. Je me déplace jusqu'à chez vous, même si vous êtes à l'autre bout de la France. Je vous fais l'install et je vous paye tous les mois. Les mecs m'ont dit, ouais, ok. Donc, j'ai branché chez 1, 2, 3, 4, plusieurs mecs. Ensuite, j'en ai branché dans des data centers. J'ai fait une opération aussi au Venezuela où on a créé une ferme avec Julien et d'autres. Ferme où on s'est fait nationaliser, d'ailleurs. On a tout perdu là-bas en 2020. Et là, le bull run, il a explosé et j'avais vraiment beaucoup de machines de brancher. D'un coup, tu te mets à avoir des sommes assez folles sur tes wallets.
À ce moment-là, on donne du consulting pour des grosses boîtes. On a pour objectif de monter notre société. Donc, on construit plusieurs fermes à travers la planète. Julien, il part 6 mois en Russie, il forme des mecs, il monte une ferme pour une boîte. Moi, je fais ça en France. Je fais le bureau d'études pour tout ce qui est au Venezuela. Je donne du consulting pour un gros groupe de minage, je ne donnerai pas le nom, qui nous propose de nous absorber avant la création vraiment de notre boîte et de monter, de faire du hosting et tout. On rentre dedans, l'offre était assez alléchante. On rentre dans ce groupe de mining et je me retrouve à diriger 30-40 personnes sur la France, à gérer des milliers de machines à travers le monde. Je deviens l'image publique de cette société. Malheureusement, on n'avait pas la même vision ni les mêmes valeurs, surtout que sur le contrat, un peu à la social network, on n'a pas été très malin, donc je me suis vite rendu compte qu'on était dans une situation de coût irrécupérable. Et j'ai dit à Julien, c'est pas notre boîte en fait. Les choses n'ont pas été respectées et surtout, la valeur et la vision ne nous correspondent pas. Et ça, c'est vraiment un gros apprentissage que j'ai eu. Bon, déjà, je crache pas parce que j'ai appris des choses que j'aurais jamais appris en 2 ans. C'est-à-dire que j'ai été propulsé tout de suite à niveau 1 à niveau 50. Mais s'associer pour de l'argent, c'est jamais une bonne idée. Il faut vraiment qu'il y ait les mêmes valeurs et la même vision, sinon c'est pas la peine, ça va clasher tôt ou tard. Donc on est parti le 21 septembre, j'ai annoncé que je partais, et on a créé Blob directement le 5 octobre. Et Blob.io, c'est quoi? C'est la société que j'aurais aimé qui nous absorbe à l'époque. Vraiment, c'est la société de minage avec tout notre retour d'expérience et notre façon et nos valeurs, notre vision en fait. C'est-à-dire, on l'a basé sur plusieurs piliers. Le premier pilier déjà qui me tenait vraiment à cœur, c'est que les machines appartiennent aux clients. C'est pas une solution d'investissement dans le mining, c'est pas un NFT de mining, c'est la machine appartient aux clients. Il y a plusieurs raisons pour ça. Le premier, c'est la régulation. C'est-à-dire que si la machine appartient au client et qu'on met directement le wallet du client dedans, à aucun moment, il y a un flux crypto du client qui passe dans nos mains. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire un PSAN. On est vraiment juste une société de vente de matériel informatique et d'hébergement et de maintenance de matériel informatique. À aucun moment, on va donner du conseil en investissement. Le deuxième point, c'est surtout que comptablement, on peut amortir les machines et passer en charge l'électricité. Et ça, on en parlera après, ça change beaucoup de choses sur la rentabilité. Quelqu'un qui ne peut pas amortir comptablement sur des machines qui consomment beaucoup d'électricité et qui ne peut pas passer en charge cette électricité, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 raisons. Et la troisième, elle est quand même importante aussi, même si je touche du bois. En cas de liquidation, si les machines appartiennent aux clients, les machines ne sont pas dans nos actifs, les machines restent aux clients. On verra les machines chez eux. Je parle au futur comme si ça allait arriver. Je fais tout pour que ça n'arrive pas. Je pense avoir assez de retours maintenant pour savoir ce qui fonctionne ou pas dans le mining. Et le deuxième pilier, c'est la transparence. Ça veut dire qu'on a vu les dérives, pour avoir travaillé avec d'autres acteurs, les dérives du manque de transparence, que ce soit des overclock machines, donc on pousse les machines dans les retranchements, où on dit que la machine elle est en panne 1 semaine alors qu'elle est en panne 1 heure. Nous, on a vraiment fait un dashboard on-chain 100% transparent. C'est-à-dire que le client, avec sa clé publique, il a directement l'accès pool et l'accès à notre dashboard. C'est pas une page de front web où on t'affiche t'as vu, ta machine, elle est tout le temps à 100 TH toute l'année. Elle n'a jamais varié. C'est incroyable. Il n'y a jamais un disjoncteur qui a sauté. Ta machine, elle n'a pas fait 98 à un moment ou 102 à un moment, ce qui est tout bonnement impossible en fait. Donc nous, on donne cet accès-là. Et certains confrères m'ont dit, ouais, t'es fou. Les mecs, ils vont te rendre malade. Dès qu'il y a un disjoncteur qui saute ou dès qu'il y a un petit truc, ils vont tout t'écrire. Ça va te faire de la charge. Et j'ai dit, vous avez raison, c'est vrai, c'est ce qui arrive. Mais en fait, les gens, ça s'éduque en fait. C'est-à-dire que une fois que tu leur as appris, que tu leur as expliqué le pourquoi du comment, c'est bon en fait. La question, elle revient plus. Et même, c'est à nous de donner les mises à jour. Ça arrive qu'un disjoncteur saute. Nous, on a eu une panne d'électricité en 6 mois de 15 minutes. Ça arrive. Une machine qui est donnée pour 100 de puissance, oui, potentiellement, elle va faire 98 ou 102. C'est la silicone loterie par rapport à la fabrication de la machine. Donc voilà, tout ça, c'était hyper important pour nous. Et le troisième point, là, c'est plutôt pour des particuliers, même les entreprises, pour ceux qui le souhaitent, c'est qu'on a créé un système qui permet à la machine de miner dans plusieurs wallets en même temps. Ça veut dire qu'à la fin du mois, j'ai toujours été très sur les rendements passifs et je voulais créer le système le plus passif possible. Et du coup, plutôt que de recevoir une facture d'électricité, convertir ta crypto, la mettre en fiat, donc en euros, en dollars ou en francs suisses, et ensuite nous la payer, il y a une option, on peut la changer tous les mois, qui permet de prendre directement sur la production. Donc au final, le client, il a juste à regarder son dashboard
s'il a envie de voir sa machine. Et sinon, il reçoit quand même un PDF à la fin du mois, en plus de cette transparence, qui va lui faire un récap exactement de tout ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Déjà ultra précis. Merci pour toute cette présentation globale. Incroyable parcours. Félicitations à toi, des hauts comme des bas, et tu as réussi à te relever de ça. Donc, vraiment bravo et gros respect pour ton parcours. Donc, tu as fondé Blob. La première question qui me vient, c'est pourquoi ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, Blob, il veut dire beaucoup de choses. Il veut vraiment dire beaucoup de choses, Ouais. même si on pense que ça veut rien dire. Alors déjà, comment on est arrivé à Blob? Vraiment, je vais l'expliquer, c'est ça qui est marrant. C'est que je suis quelqu'un qui va très vite dans mes décisions, en général. Je ne tergiverse pas 10 ans. Je n'ai pas besoin de faire 4 réunions, des OKR, des KPI, prendre 2 prestataires, consulter 2 voyantes, appeler le 8-12-12, écrire stratégie, ou appeler Paul Le Poulpe. C'est-à-dire qu'en général, décision, j'ai un bon process de décision, ça va vite. Et je disais à Julien, j'allais à la salle de sport avec mon casque, et je lui dis, mec, faut qu'on trouve un nom de la boîte parce que là, on va se barrer. Donc, on savait qu'on allait se barrer dans quelques semaines. Je crois que c'était 2 semaines avant qu'on se barre. Et je lui dis, par contre, mec, on fait pas 8 réunions, on fait pas 10 trucs, même pour le logo. Moi, quand je pense, no offense pour ceux, si peut-être quand même un peu, pour ceux qui mettent 3 mois à faire un logo et 4 mois à choisir un nom, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur, quoi. C'est pas la peine. Ouais, c'est un peu long. J'en vois beaucoup, malheureusement, en tout cas au début, qui sont là, ils perdent un temps fou là-dessus, alors que c'est pas ça qui va faire vendre, en fait. Hein. C'est pas ça. C'est ton produit, c'est ta façon de le vendre, c'est plein d'autres choses. Donc, je lui dis, voilà, c'est très simple, il faut un nom court, en 1 ou 2 syllabes maximum, et il faut qu'il y ait un storytelling autour de la résilience, parce que c'est un peu notre histoire, même beaucoup notre histoire, Julien et moi. Donc, voilà. Je marche, je dis voilà, on fera une petite réunion d'1 demi-heure et on trouvera une demi-heure ou 1 heure max. Il dit ok. Je dis tu vois un truc comme le Phoenix par exemple, mais bon, Phoenix c'est déjà trop pris, tu vois. Je dis bon, qu'est-ce qu'il y a encore de résistance sur la planète? Je fais tardigrade. Bon, c'est bien moche, hein, comme ça respecte pas les 2 syllabes et c'est bien moche comme bête. Et je lui dis tu vois, Meria, ça claque. Tu vois, c'est le cryptoméria, c'est un arbre qui est ultra résistant, c'est résilient. En plus, c'est un village en Corse, donc il y a le petit clin d'œil. Je fais tiens. Ça, c'est la classe, tu vois. Il est pas con, Owen, hein, putain. Je me souviens, même à l'époque, avec les rigs de mining, il a appelé ça des bobs. Il n'a pas appelé ça rig de mining. Et là, je fais, oh putain, Blob. Et Julien, il me fait, Blob, le champignon. Je dis, Blob, le champignon, mec. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui n'est même pas vraiment un champignon, on ne sait presque pas ce que c'est, qui se répand comme la blockchain, qui est ultra résilient, tu pourrais l'envoyer dans l'espace, il revient, il est encore là, il est encore vivant, tu lui remets une goutte d'eau, il repart. Il est intelligent et on ne sait pas pourquoi. Et pour la private joke, j'aimais bien parce que c'est souvent l'effet que je fais. Ça me dit, il a quand même l'air un peu con, mais il n'est pas si con, mais on ne sait pas pourquoi. Quoi. C'est le truc. Il n'a pas de neurones, le champignon. Il n'a aucun neurone et il est capable de résoudre des labyrinthes et des problématiques. Ils l'ont mis sur une carte du Japon, le blob, ce champignon jaune. Vraiment, regardez, c'est un mystère scientifique. Hein. Il l'envoie même dans l'espace pour l'étudier et tout. C'est un mystère scientifique. On ne sait pas pourquoi il est intelligent. On ne sait pas. C'est incompréhensible, c'est pas dans l'ADN, il n'y a pas de neurones, et pourtant ils l'ont mis sur la carte du métro japonais, et en fait il a réussi à la reproduire à l'exactitude, mais sans lui donner de carte, c'est-à-dire qu'il a optimisé tous les canaux entre les flocons d'avoine pour distribuer les nutriments au mieux. Il est capable de refaire des labyrinthes, de traverser des ponts, enfin, c'est un truc de fou, on comprend pas. Wow, okay. Du coup, j'adorais cette histoire du blob, et de l'autre côté, blob, il faut savoir que si tu vas sur le GitHub de Bitcoin, le premier slash qu'il y a quand tu ouvres, c'est blob, parce que blob, c'est aussi un fichier informatique. Ok. Donc, ok, maintenant je comprends l'explication, puis merci pour la précision du nom. Je ne connaissais pas toute l'histoire derrière, donc merci pour ça. Donc, votre objectif et vos principaux fondamentaux, c'est tout simplement pouvoir distribuer du Bitcoin avec vos machines de minage. Vous faites que du Bitcoin ou vous pouvez miner sur d'autres cryptos? Non, on ne va pas faire que du Bitcoin. Nous, on a un business model. On va prendre 10% du rendement net du client après électricité. C'est-à-dire que si le client fait de l'argent, on fait de l'argent. S'il n'en fait pas, on n'en fait pas. Ce qui permet d'aligner tous les intérêts d'ailleurs. On ne va pas faire que du Bitcoin. On ne va pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que des cryptos auxquels je ne crois pas du tout, je ne vais pas y aller. Ou des cryptos qui me semblent trop risqués, mais vraiment, je ne vais pas y aller. C'est vraiment, et même pour des histoires de coûts et de standardisation, les places dans les fermes sont chères.
c'est pas illimité, donc tu peux pas t'amuser à mettre des machines trop risquées. Nous, aujourd'hui, on propose effectivement Bitcoin, qui est pas le plus rentable, mais qui est le plus résilient depuis les années. Et encore, ça se discute. On va proposer Kaspa, qui est la deuxième crypto-monnaie, on va dire, avec le plus de hype en ce moment en Proof of Work. On va proposer Litecoin et Dogecoin, c'est ensemble. En fait, quand tu mines du Litecoin, tu reçois du Dogecoin. Me demandez pas l'utilité du Dogecoin, j'en ai absolument aucune idée. Je peux juste vous dire que c'est rentable depuis 2013, cette connerie. Par contre, on va proposer aussi on va dire du high risk en ce moment sur des projets qu'on a analysés, qu'on estime qu'il y a un potentiel, comme le Alephium. Mais avant d'acheter n'importe quelle machine chez nous, tu peux pas aller sur notre site web et faire 3 clics. C'est impossible. Tu es obligé de passer par un appel avec moi ou Julien ou quelqu'un en tout cas qui va vraiment... en fait, l'objectif de l'appel, de 1, c'est de nous présenter comment on fonctionne. De 2, c'est de répondre à toutes les questions des prospects. Et de 3, surtout d'établir la meilleure stratégie ensemble en fonction de leur vision. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que le marché va faire. Par contre, avec notre expérience dans le mining, on peut établir la meilleure strat possible en fonction de la vision des personnes. Quelqu'un qui pense que il est très Bitcoin maxi et que le bull run va péter demain, on ne va pas lui conseiller les mêmes machines. Quelqu'un qui va aller chercher du rendement et qui pense que je sais pas, le marché il va range pendant 6 mois. Donc, on va établir vraiment la meilleure strat. Et l'objectif, c'est de leur donner également toutes les armes pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Moi, c'est vraiment important pour moi de responsabiliser les gens. J'avais mal vécu le bear market avec la gestion de clients retail. Il y avait plus de 4000 clients retail dans l'ancienne boîte où j'étais, qui n'étaient pas formés au mining, qui ne savaient pas ce que c'était un halving, qui ne savaient pas ce que c'était un bear market. Et du coup, tu te retrouves avec une shitstorm énorme à appeler tous les clients. Je me rappellerai toujours de cet été, parce que les gens n'ont pas compris dans quoi ils étaient rentrés. Alors, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit oui, mais les gens, ils ont qu'à se former avant d'investir. C'est vrai, je suis aussi un peu de cette école-là. Mais moi, je suis aussi père de famille et j'ai pas envie qu'il y ait un idiot qui vienne avec un fusil un jour chez moi parce qu'il n'a pas compris dans quoi il est rentré. Donc, nous, on a un ticket d'entrée qui est minimum à 10 000 euros. Ça permet déjà de filtrer entre investisseurs et rêveurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup avec 2 000 euros qui pensent qu'ils vont faire une Lamborghini avec du mining. Spoiler alert, c'est faux. Il y a un pourcentage de chance qui est vrai, mais il est faible. On n'est pas sur des mêmes coins. Même s'il y a des rendements qui sont délirants, le risque, il est tout autant en face, en fait. Donc, ça va vraiment dépendre des personnes, mais en tout cas, moi, je sais que mon job, il est fait quand quelqu'un a acheté des machines chez nous. C'est sûr et certain, il a été armé par rapport à la décision. Ah, je t'entends plus. Pardon. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a différents mindsets un petit peu dans l'écosystème et de gens qui pensent, et souvent à tort. Et toi, tu es là, déjà, comme tu dis, tu fais des spoilers alertes, tu dis aux gens que c'est pas aussi facile que ça. Tu critiques aussi beaucoup pour pouvoir justement montrer aux gens que c'est pas si facile que ce qu'on dit potentiellement sur les réseaux. Tout ça, c'est très intelligent parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est aussi une des choses qui peut aussi te permettre de te distinguer dans l'écosystème parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets des rêveurs et des personnes qui vendent et qui vendent mal, donc ou qui vendent à tort ou qui vendent pas pour les bonnes raisons. Donc vraiment bravo à toi et bravo de te distinguer de cette sorte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail comment c'est quoi le processus global de minage? Si par exemple demain, je veux travailler avec toi, j'ai un budget de 10K, parce que c'est le minimum que tu disais. Comment ça se passe? Tu me vends une machine, j'investis dans une machine, j'ai des parts d'une machine, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus sur la partie qui est bien sûr non confidentielle, ce que tu as le droit de dire, pour qu'on puisse un peu comprendre c'est quoi le processus du minage chez Blob et puis quels sont aussi les avantages pour les clients? Yes, bien sûr. Déjà, pour partir de la jeunesse, c'est que moi, mon taf, ça va être de trouver de l'électricité pas chère, mais pas que. Parce qu'on a tendance à croire que l'électricité, c'est le nerf de la guerre, et ça l'est pour beaucoup de cas. Mais ça va l'être surtout pour des machines Bitcoin, effectivement. Mais il n'y a pas que l'électricité. C'est-à-dire, effectivement, on va aller chercher des surplus énergétiques sur la planète, négocier le prix de l'électricité et faire bénéficier d'un tarif extrêmement avantageux à nos clients. Ça, c'est la première chose, dans des data centers de qualité. Mais l'électricité, c'est pas tout. En fin de compte, pour te donner un ordre de grandeur, tu as des machines comme Bitcoin où l'électricité va représenter 75% de leur production. Et tu as des machines comme Kaspa où l'électricité va représenter 5% de la production, ou des machines à lithium qui vont... je te donne une machine à lithium en ce moment, et alors attention, ça va diminuer, je vous le dis direct si le coin n'y monte pas. Une machine à lithium qui coûte 40 000 dollars en ce moment, mine 25 000 par mois. Ça va pas durer, je vous le dis direct, ça durera pas.
Euh, Là, on est sur du high risk, high reward. Mais du coup, cette machine-là qui fait 25 000 par mois, on est bien d'accord que consommer 100 euros d'électricité par mois ou 200 euros d'électricité par mois, c'est pas le nerf de la guerre. Une machine Kaspa qui est en train de faire 2000 euros par mois, qui consomme 200 ou 100, c'est pas le nerf de la guerre. Une machine Bitcoin qui fait 300 euros par mois et qui consomme 200 euros d'électricité, c'est le nerf de la guerre. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur pays pour miner de la crypto. Il va y avoir toujours un risk-reward en fonction de plusieurs critères. On a le trilemme de la blockchain de l'autre. Sur le mining, c'est un peu plus compliqué. Sur le mining, il faut prendre en compte donc le prix de l'électricité. Il faut prendre en compte le uptime, c'est le taux de disponibilité de la machine à l'année. Combien de pourcents du temps elle est branchée. Quelqu'un qui va miner dans un pays très chaud, il va être débranché en juillet, août, septembre, c'est quasiment sûr. Donc pendant 2 ou 3 mois, il ne va pas tourner. Si le bull run est à ce moment-là, il peut pleurer, il a raté son cycle. Parce que le mining, c'est un marathon suivi d'un sprint. C'est-à-dire qu'on va accumuler de la crypto, passer par des phases baissières, accumuler un peu, c'est de nouveau un peu dur. Après, là, on va faire de nouveau des rendements sympas à l'année. Et après, il y a le sprint du bull run qui va vraiment tout rentabiliser d'un coup. Et arriver pendant le sprint, c'est une mauvaise idée. Être déjà en place avant, c'est vraiment l'idéal. Parce que on y viendra après, j'expliquerai le principe de difficulté si on a le temps. Mais il faut être en place avant. Et du coup, si tu es arrêté parce que X ou Y raison, que l'endroit, il n'y a plus d'hydraulicité, il n'y a plus d'eau sur le barrage, ou que tu es dans un endroit où il fait trop froid l'hiver, il faut couper tes machines, ou tu es dans un endroit où il fait trop chaud, il faut couper, bah super, tu as gagné 100 euros d'électricité par mois, mais ta machine qui en rapporte 2000 ou 20 000 ou 10 000 par mois, elle n'est plus en train de miner pendant 2 ou 3 mois de l'année. Mauvais calcul. Donc le uptime est très important. Nous, sur l'Islande, on a un taux de uptime à 99%. On est sur la géothermie des volcans, à part si la croûte terrestre s'éteint, mais je pense qu'on aura d'autres soucis que le Bitcoin si la croûte terrestre s'éteint. C'est clair. Il va y avoir aussi la géopolitique. La géopolitique, c'est la chose la plus mesquine, on va dire, parce qu'en fait, tu ne le vois pas venir. C'est que tant que ça ne te tombe pas dessus, bah, ça ne te tombe pas dessus, ça n'impacte pas ton rendement. Mais le jour où ça t'impacte, comme moi avec le Venezuela, où on s'est fait nationaliser les machines, comme à l'époque quand il y a eu le China ban et qu'il a fallu bouger toutes les machines, comme ceux qui étaient en Ukraine et qui ont tout perdu, et ben, la géopolitique, quand elle te tombe dessus, si tu es dans un pays, je sais pas, au Wakanda par exemple, oui, tu as beau connaître le général et les colonels et la famille royale, ce que tu veux, mais connais-tu la prochaine famille royale et le prochain général au prochain coup d'État Ce que j'allais dire, le prochain coup d'État, exactement. Donc, quand tu es dans des zones instables, oui, l'électricité va baisser, mais ton risque monte de l'autre côté. Ça peut être OK selon les machines. Tu as la météo, forcément, du site. Les machines vont toujours préférer un froid sec pour vivre des années et des années qu'une chaleur humide et du sable. C'est logique. Il va y avoir la connexion Internet. Si tu as une mauvaise connexion Internet, en fait, les machines elles vont faire un calcul qui va être envoyé à la blockchain. Et il y a 3 solutions. Soit le calcul il est valide et elle va être payée pour son calcul, soit le calcul, une autre machine l'a déjà fait et du coup, elle ne sera pas payée parce qu'en fin de compte, elle a été trop lente, le ping n'est pas bon, soit carrément le paquet qui a été envoyé, donc l'information qui a été envoyée est erronée et là, tu n'es pas payé non plus. Et du coup, si tu as 10, 20 ou 30% d'invalides chers, c'est ce qu'on appelle des shares, c'est comme si consommait 10, 20, 30% d'élec en plus. Parce que la machine tourne. Donc tout ça, c'est... Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Et le coût d'achat de la machine aussi. C'est-à-dire que très souvent, on va vous proposer, vous pouvez le voir si vous cherchez de l'électricité pas chère, mais avec des machines hors de prix. Mais vraiment, genre des machines qui s'achètent 200 $ chez le fournisseur qui sont vendues 2000. Ou qui sont achetées 500 et qui sont vendues 5000. Mais en fin de compte, oui, le rendement a l'air appétissant en face, parce qu'en fait, le prix de l'électricité est vraiment pas cher, mais vous avez déjà payé le prix de l'élec en fait avec le prix de la machine. Et surtout, votre capital de base est perdu. Ce qu'il faut comprendre quand tu fais du mining, c'est que ta machine a toujours une valeur résiduelle qui peut monter ou descendre. Alors, elle tend vers zéro, qu'on soit d'accord avec les années, elle tend vers zéro. Mais je vais te donner mon exemple perso. Moi, des machines que les gens ils avaient acheté des milliers d'euros en 2017, elles en valaient plus que 400 en 2019 quand moi j'en ai acheté. Donc, j'achète cette machine 400 euros. Elle mine 120 euros par mois. Ça consomme à peu près 110 euros d'électricité. Donc, tu te dis, pas rentable. Sauf pour le mec qui est chez EDF. Mais pour moi, c'est rentable. Et sauf que 2 ans après, tu es en plein bull run et la machine, elle ne produit plus 120 euros brut par mois. Elle en produit 900. Pour toujours 120 euros d'élec pour quelqu'un de lambda. Et là, tu as un dilemme. Et je vous souhaite à tous de le vivre. C'est est-ce que je vends la poule aux œufs d'or ou est-ce que je continue à récolter les œufs d'or parce que je ne sais pas à quelle taille ils vont faire et ça va continuer longtemps. À ce moment-là, l'Ethereum était à plus de 4000 $. Tout le monde le voyait à 8000 ou 10 000. Ça veut dire que la machine aurait pu faire 1008, 1009 par mois.
Et là, d'occasion, elle valait déjà plus 400, mais 4000. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je vends à 4000 ou je continue à faire 900 par mois qui en fait, c'est peut-être 1008 ou enfin, ça va encore monter. Et là, c'est d'où l'important, c'est ce que je dis avec les clients. Ayez une stratégie dès l'entrée, écrivez-la quelque part et respectez-la. Et Parce que le jour où ça va vous arriver, vous ne savez pas quoi faire. Très intéressant. Très intéressant. Et c'est la même, tu parlais du trading tout au début, c'est la même chose dans le trading. Quand vous rentrez dans une position, c'est important d'avoir un plan d'action avant. Dans n'importe quel investissement, dans n'importe quelle société, il faut essayer d'avoir un plan A, s'y tenir au maximum. Après, on peut potentiellement avoir des plans B, mais vraiment essayer d'avoir une stratégie et s'y tenir au maximum pour respecter le choix. Et après, quand on se dit, j'aurais su, j'aurais pas fait ça, mais c'est pas grave, au moins tu as respecté ton plan et ça aurait foiré. Tu t'en serais voulu de ne pas avoir respecté ton plan. Donc, non, franchement, c'est bien et merci aussi de le préciser. Et donc, du coup, quand les gens investissent chez toi, donc toi, tu fais toute cette stratégie-là, ils sont propriétaires de quoi ou dans quoi comment ça se passe? Yes, du coup, ils possèdent la machine, donc il y a tout le tracking de la machine. Cool. Déjà, on passe par l'appel préalable qui est obligatoire, on établit tout ensemble. Ensuite, on fait les contrats, on fait la facture, la personne paye. Une fois que la personne paye, on a développé tout un outil là, qui va être en place de tracking de la machine avec les avions, quand est-ce qu'ils arrivent, etc. Quand est-ce qu'on installe la machine. La machine est installée. Le wallet public du client, c'est son seul job à faire, c'est-à-dire qu'il doit m'envoyer son wallet public. On offre en général on l'offre tout le temps en fait. On offre une ledger ou un tangem au client parce qu'on veut être sûr qu'il ne mine pas sur un exchange. Parce que miner de la crypto vierge sur un exchange, pour moi, c'est le drame. En fait, c'est comme si tu as une source d'eau pure à côté de chez toi. Tu puises de l'eau pure qui n'a jamais connu de pesticides de sa vie, rien. Et d'un coup, tu le fous dans un seau de merde à côté, tu vois, dans la fosse à purin. Je dirais, purée, c'est pas cool. C'est de la crypto vierge qui est intraçable, qui est jamais passée par du darknet, qui est jamais passée par un KYC. Ne la mélangez pas dans des exchanges. Et surtout que les exchanges peuvent vous changer l'adresse de réception publique sans vous prévenir. Et là, c'est perdu. Nous, on ne peut rien faire. C'est la blockchain qui va envoyer, c'est la pool qui va envoyer les fonds. On ne peut rien faire du tout. Il y aura un mois de perdu. Donc, on conseille vraiment de ne pas le faire. Une fois la machine installée, nous, on va l'optimiser si on peut. C'est-à-dire que Julien, c'est un petit génie des réglages, donc on va optimiser des machines qui sont données pour 120 de puissance. On fait les tests chez nous, des tests destructifs en général pour voir jusqu'où on peut pousser la machine, combien de temps, etc. À combien les puces font. Et on va pousser la machine sans risque. Là, on arrive très souvent à faire gagner 10% à la machine, sans problème, voire 20%. Ça dépend les machines, ça dépend les algorithmes. Julien travaille avec Brains et plein d'autres grosses boîtes de mining pour faire les optimisations et faire tous ces réglages. C'est vraiment c'est son dada. Moi, je te dis, quand on a fait le premier million d'euros de chiffre d'affaires, j'ai appelé Julien, je lui ai dit mec, on l'a fait 3 mois avant l'objectif. C'était l'objectif des 6 mois, on l'a fait en 3 ou 3 mois et demi. Je lui ai dit, viens, on va faire la fête, on va en club. Tu vois, j'ai dit, non, mec, je suis en train de régler des machines et tout. En fait, ça, c'était son dimanche ou son samedi. Tu vois, il kiffe plus régler. Optimiser des machines, tu vois, c'est le geek, tu vois. Et moi, j'ai dit, viens, on va faire la fête, on va fêter. Non, attends, non, là, je fais des réglages et tout. J'ai ok. C'est le pur geek ou le pur dev qui est effectivement plus de plaisir à être seul et à développer les choses de son côté qu'à se mélanger avec les autres. C'est un peu l'introverti et tout. On en connaît plein et souvent, c'est des génies. C'est des génies dans leur secteur d'activité. Donc là, je comprends un peu plus, même totalement ce que vous faites. Ce que je trouve super bien, c'est toute la partie tracker. Tu parlais des trackers des avions, les choses comme ça, c'est incroyable. Ce que tu me permets, mais dans l'écosystème du minage, il y a beaucoup de scams, beaucoup de gens qui disent non, mais t'achètes ta machine, elle sera livrée dans 3 mois, puis les autres, pendant 3 mois, ils minent avec la machine. Tu disais aussi qu'il y a on voit en temps réel quand l'électricité est coupée ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui disent il y a une maintenance sur la machine, c'est coupé pendant 1 mois, 2 mois, et puis les autres, pendant 1 mois ou 2 mois, ils reçoivent pas d'argent, sauf que c'est les gens qui vendent les machines, qui gardent. Il y a beaucoup quand même de gens malhonnêtes. Et ça fait plaisir d'écouter des gens comme toi, qui sont pas malhonnêtes, qui font les choses pour les clients et pas pour eux dans un premier temps. Parce que souvent, les gens qui créent une société, ils disent c'est bien qu'avec ça, je vais gagner beaucoup d'argent, mais dans un premier temps, essaie de vendre un service, une solution, rends tes clients heureux, puis potentiellement, tu gagneras de l'argent. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas commencer à gagner de l'argent pour être heureux toi avant tes clients. Donc, c'est super, c'est une bonne, c'est pour moi la meilleure stratégie et c'est vraiment bien de le préciser de comment tu travailles. Parce qu'il y a aussi, c'est un marché qui commence à être concurrentiel.
mais avoir des concurrents, s'ils ne sont pas honnêtes, pour moi, ce n'est pas des concurrents. Et toi, tu te distingues justement par rapport à ça. Donc, vraiment, vraiment bravo pour toi. Et j'invite tout le monde à aller voir le site internet de Florent, on a mis le lien, bien sûr, dans la description. On vous met le lien là en bas de la vidéo parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Quel est le meilleur moyen, Florent, de te contacter? Justement, voilà, j'ai 10 000 euros. Comment ça se passe pour pouvoir te contacter? Quelle est la meilleure solution? La meilleure, c'est d'aller sur le site web, effectivement, et il y a mon Ok. calendrier directement dedans. Booker un rendez-vous. Et venez au rendez-vous. Là, il y en a un ce matin. Ça fait 3 fois qu'il m'annule le rendez-vous. Ça fait toujours plaisir quand tu es avec ton fils et que tu avais prévu plein de choses et de l'annuler pour faire le rendez-vous et que les gens ils viennent pas. C'est rare hein, en général, mais quand ça arrive 3 fois de suite, moi, je pense que le respect, ça doit être mutuel. J'ai un profond respect pour mes clients et le respect, c'est mutuel. Moi, j'ai envoyé un mail. J'ai pas fait de l'euphémisme, mais j'ai clairement dit, écoute, ça fait 3 fois que tu viens pas, tu t'es pas excusé une fois, ne reprends plus rendez-vous. C'est fini, c'est terminé. Donc voilà, moi Ouais, je bah, préfère voilà. faire ça. Pour Non, revenir mais à tu ce as que tu raison. disais, On peut j'ai des tous avoir confrères. un imprévu une fois, mais 3 fois, c'est Ouais, abusé. ouais, 3 fois de suite et tu t'excuses pas, il n'y a pas un mail qui vient ou quelque chose. Non, c'est bon. Il y a une personne en face hein, quand même. Donc, ouais, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a des confrères qui font très bien le taf aussi, mais c'est vrai que cette question-là de tracking, je l'ai eu. Pourquoi Je pense que c'est très important d'écouter les retours clients. Et j'ai eu un mauvais avis sur Trustpilot qui est tombé là il n'y a pas longtemps. Et j'étais profondément attristé de l'avis, Ok. puisque non seulement je l'ai trouvé un peu injustifié, et c'est quelqu'un qui est venu nous tacler encore sous une vidéo de Asher qui avait parlé de nous justement sur la vidéo du Caspa, et qui était clairement calomnieuse, avec des choses fausses. Et je me suis dit, soit c'est un client qui n'a pas compris et du coup c'est ma faute, j'ai pas fait mon job, soit bon, c'est quelqu'un qui me met un faux commentaire comme ça. Dans tous les cas, on va rebondir dans le bon sens. Je suis toujours quelqu'un, en fait, je vois toujours le verre, même quand il est presque vide, plein. Et ça m'a permis, j'ai contacté tous mes clients pour leur demander leur feedback négatif. Qu'est-ce qu'ils amélioreraient à ma place dans la boîte et tout. Et en fait, le tracking était revenu souvent. C'est oui, on a l'impression qu'on commande la machine et qu'après, on est un peu laissé pour compte jusqu'à que ça arrive. Et du coup, là, on est en train de dev toute cette solution de tracking qui va être live dans 2 semaines normalement, parce qu'on écoute ces Incroyable. retours. Pareil pour les rapports et tout. Et en fait, je pense que c'est hyper important. Et tu l'as bien mentionné avant, c'est que je pense qu'il y a 2 types de business. Tu as les business one-shot et les business long terme. Et moi, je suis là pour le long terme. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire du dropshipping de machines de mining, prendre mon cash quelques millions à un an et me barrer. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de grand et quelque chose d'énorme. Et pas que dans le mining. J'ai une vision vraiment très long terme avec une roadmap qui est très claire dans ma tête de ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, je pivote rapidement quand je vois que je me trompe, parce que je me trompe comme tout le monde. Et il faut admettre parfois de se tromper. Mais je pense que dans la crypto, le truc le plus précieux que tu as, c'est la réputation. Et je me suis toujours efforcé de faire des due diligence. Alors, ça arrivera toujours que tu me vois traîner avec la mauvaise personne pour X ou Y raison. Je ne connais pas la vie de tout le monde, je ne suis pas dans les dramas. Je ne suis pas le genre de mec qui regarde le Voici de la crypto et lui savoir qu'il avait fait un scam en 2012. Bon, tu vois, je veux dire, ça peut arriver. D'ailleurs, grosse force à tous les influx et tout, parce que quand tu parles d'un projet, tu as beau faire toutes les due diligence du monde, si le projet il scam un jour, tu ne le sais pas forcément, quoi. Donc, c'est aussi. Et je pense qu'il n'y a que ceux qui font rien qui ne peuvent pas se tromper, en fait. Qui peuvent pas se tromper. Ouais. Donc, même toi, un jour, ça se trouve, tu inviteras un mec et 3 mois après, il aura fait le plus gros scam du siècle. Et on va dire, hé, Jean, t'es un salaud, tu lui as donné la visibilité. Tu vois, mais bon, c'est trop facile, Ouais. t'es un salaud, mec. T'es en train de regarder ça du coin de l'œil en faisant la cuisine à côté et tu fais rien de la crypto, tu vois. Donc, c'est trop facile de commenter. Ah non, c'est Donc, sûr. la réputation, c'est la chose la plus importante et c'est pour ça que quand il y a des choses qui me plaisent pas ou quelque chose, j'hésite pas à partir de l'endroit ou me rendre compte que ok, c'est bon, ma place elle est pas là, ma réputation va être impactée. Et je parle pas de traîner avec certaines personnes, tu vois, t'as des gens qui vont dire oh lui il est pas bien, je m'en fous de vos dramas, que vous êtes engueulés ou que lui c'est un droitard, lui c'est un gauchiste, je m'en fous. Tu vois, je suis pas dans les dramas. Mais par contre, effectivement, si la réputation, c'est le truc le plus important. Le mining, ça ne sera pas mon dernier business dans ma vie. Et là, c'est la vraiment première grosse boîte, la grosse structure qu'on a montée avec toute notre expérience. Et c'est là où on est observé, c'est là où on lèvera des fonds, c'est là où on va vraiment faire une belle histoire. Et on verra dans 5, 10, 15 ans si on fait autre chose. Mais en tout cas, pour le moment, on est là et on n'est pas prêt de partir demain.
Bravo. Bah, bravo pour ça. Effectivement, c'est un gros job et j'imagine que tu dois pas beaucoup dormir. En tout cas, tu dois travailler très, très dur pour pouvoir mettre en place tout ça. Tu as énormément travaillé avant, j'imagine encore que ça continue. Mais vraiment, bravo à toi. Quelle est la vision peut-être pour les... Tu parlais, moi j'ai une vision long terme. Quelle est la vision pour 3 à 5 ans pour Blob et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Blob pour justement les 5 prochaines années? Devenir énergéticien, c'est l'objectif final. Euh, je suis quelqu'un qui a une vision très verticale d'un business. C'est-à-dire que je vais pas, je suis quelqu'un qui me disperse pas. Tu vois, typiquement, j'ai des opportunités d'investir dans un fast-food. J'ai des apparts à côté. J'en ai un, il est vide depuis un an parce que j'ai pas le temps de le rénover et que j'ai pas envie de mettre de la charge mentale dessus. Et je suis prêt à Ok. sacrifier 400 euros par mois sur cet appartement-là parce que je veux rester focus, même plus qu'un an qui est pas loué. Je devrais le faire en vrai, hein. Mais Incroyable. j'ai une capacité de verticalisation qui est forte et d'horizontalité qui est faible. J'admire beaucoup ceux qui sont multi-entrepreneurs, qui gèrent 5, 6, 7 boîtes. J'espère pouvoir réussir un jour. Je sais que ça ne fonctionne pas pour moi, que le syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose que je me méfie énormément. C'est-à-dire que ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien, et tu veux faire un peu de tout, et au final, ça revient à rien faire. Rien. D'ailleurs, une vision que j'avais avec la société où j'étais, qui avait une vision très impérialiste, napoléonienne, de faire plein de services, là où moi, je voulais vraiment scaler le business du mining. Et le mining, pour moi, c'est de posséder toute la chaîne, sauf la production de machines, parce qu'à un moment, il faut être quand même pas utopiste, il y a des choses qu'on ne fera pas. Où il y a des choses même qui ne sont pas rentables ou qui ne servent à rien d'y aller, businessment parlant, parce que le but d'un patron d'entreprise, c'est quand même que son entreprise fasse du chiffre. Donc, c'est pas non plus d'avoir de l'ego. L'ego, je m'assois dessus complet. Par contre, posséder son propre terrain, sa propre capacité de production d'énergie, ça, c'est le Graal. Et à terme, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir le plus de PPA, de PPA possible, Power Purchase Agreements, c'est-à-dire des sites avec des productions d'énergie, parce qu'un jour, l'énergie, pour moi, c'est l'or de demain. C'est pas Bitcoin, l'or de demain, c'est l'énergie. Bitcoin, c'est la transformation du produit brut qui est l'énergie dans le produit fini. C'est comme si Bitcoin est un produit, tu vois, c'est de l'or virtuel. Mais le vrai or, pour moi, c'est l'énergie. Et avoir des moyens de production d'énergie, c'est ça qui va vraiment rapporter dans le futur. La crypto va rapporter, c'est sûr, mais je veux que Blob, à terme, soit indépendante du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépend énormément du marché. Si le marché est en bull run, Blob fera beaucoup d'argent. Si le marché est en bear market, on ne fera pas beaucoup d'argent, on ne voit rien. Le but, c'est d'avoir le maximum de MRR, de Monthly Recurrent Revenue, c'est-à-dire vraiment une base fixe qui rentre par de la vente d'électricité, que ce soit de l'IA ou de la crypto. Mais ça, on parle d'ici 2 ans, 3 ans. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'acquérir nos propres sites de mining, d'acquérir notre capacité de production d'énergie et à terme, pourquoi pas développer, c'est même sûr d'ailleurs qu'on le fera aussi, notre firmware d'optimisation des machines de mining et le vendre en SaaS. Donc, il y a une partie vraiment, on va dire, hardware, infrastructure, avoir de l'infra et du terrain et de l'immobilier, un peu comme Do, et l'autre partie qui va être un SaaS qui va permettre de vendre notre solution, justement, de pouvoir diviser ta production en plusieurs wallets et d'optimisation des machines. C'est quelque chose sur lequel on va aller aussi. Mais il faut savoir prioriser et taper là où... moi, en fait, chaque jour que je me réveille, je me dis quelle est l'action la plus proche de ma victoire, de la victoire de l'entreprise. Quelle est l'action que je dois réaliser aujourd'hui qui va vraiment faire passer une marche? Parce que souvent, et très souvent d'ailleurs, cette action, c'est l'action que tu as envie de le moins faire. C'est vrai, hein, je vous le jure, c'est très vrai. C'est-à-dire que le truc que tu repousses depuis quelques jours, ou que. Et en fait, très souvent, les choses que tu repousses et les choses que tu n'as pas envie de faire, en fait, c'est celles-là qui vont te faire passer un step à chaque fois, parce que ça te fait sortir de la zone de confort. C'est jamais agréable de sortir de la zone de confort. Et moi, j'ai une capacité, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, à sortir d'un tas de merde pour sauter dans un autre. je crois que la merde. C'est un truc de fou. C'est dire, putain, c'était la merde. Ah putain, c'était dur cette période. Hein. Oh, un nouveau tas de merde. Allez, good. C'est reparti. C'est la vie des entrepreneurs. Ouais, complètement. Alors, parfois, on est là dans le tas de merde. C'est la merde. Ouais, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Ouais, grave. Ouais, super. En tout cas, merci pour cette explication. Quand je prends une machine chez vous, j'imagine que j'ai un service qui est complet au niveau de la maintenance, du support, etc. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, donc tu nous as expliqué ce qui se passait avant, une fois qu'on a investi, qu'est-ce qui se passe après, comment ça se passe, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc déjà, nous, on a un channel WhatsApp avec tous nos investisseurs, privés, avec chacun.
Ça commence à être dur à gérer, je ne vais pas te le cacher, donc je suis en train de voir pour des solutions. Même Je si t'en je dois mettre parlerai dedans. en off, j'ai un truc pour toi. Ah ouais. Bah, je veux surtout pas de chatbot ou des trucs ou des mecs qui sont à Madagascar. Tu vois, on veut vraiment un service premium. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, j'arrive plus à suivre le rythme. Parce que franchement, Ouais. on a une centaine de clients aujourd'hui, un peu plus. Même si c'est qu'une question par semaine par client ou deux, ça te fait déjà 200 questions ou 300 questions à répondre la Ah, semaine. c'est clair. Très Ouais, souvent, c'est les mêmes. Je commence à mettre des automatismes avec des pré-réponses que je pourrais déjà envoyer, etc. Mais à terme, là, il va falloir qu'on prenne un commercial, un tueur que je vais former. En fait, moi, j'ai la peur du système infopreneur. Ouais, je fous un setter, je fous un closer et tout. Le mec, il veut juste faire son blé. Il n'en a rien à foutre que le mec, il ait compris le mining ou pas. Ça, j'ai pas envie. Je préfère avoir un mec en interne, hyper sharp, qui connaît bien le mining, peut-être qu'il sera un bon vendeur, mais qui vend vendeur, pas. mais pas vendeur de tapis, et c'est assez compliqué parce que lui, peut-être qu'à tort, je verrai avec le temps, c'est sa com, tu vois, s'il ne vend pas. Alors que moi, c'est ma tranquillité si je ne vends pas. Tu vois, je sens pas le mec, tu vois, la tranquillité n'a pas de prix, tu vois, donc je sens pas le mec, je vois déjà que c'est casse-couille à mort, qu'il y a un truc, tu vois, ou même je le sens pas. C'est next, tu vois, je pousse pas. T'inquiète. Voire même, j'ai déjà refusé d'ailleurs des gens, j'ai déjà refusé 3 clients. Bravo. Ouais, des gens qui souhaitent prendre des crédits en fait et qui font un all-in dessus. Je leur dis direct, je dis franchement, vous êtes en train de prendre un risque démesuré. En fait, ça dépend. Si ton crédit, tu le fais pour parce que tu as de la liquidité qui est bloquée ailleurs, qui rapporte bien et que tu vas emprunter de l'argent pour faire du levier, why not? Mais si le mining, je dis, si la ferme brûle demain, est-ce que tu manges des pâtes? Ouais, ou est-ce que tu manges des cailloux ou est-ce que tu manges bien? Non, mais ça brûlera pas, peu de chance. Non, mais réponds, tu manges des cailloux, tu manges des pâtes ou tu manges bien? Si tu manges des cailloux, tu manges des pâtes, fais pas ça. Si tu manges bien, bon, risque. J'ai dit, mais sinon, fais surtout pas ça. Et le mec, il m'a dit, ouais, l'argent des gosses de l'école. Je me mets pas ça sur la responsabilité. J'ai dit, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça en plus, on s'en rend pas compte. Mais qui se all-in sur un truc. Je dis, j'y crois. Je dis, oui, mais il y a un layer de risque supplémentaire qui s'appelle le hardware, en fait. Donc, oui, c'est plus rentable que juste d'acheter le coin dans beaucoup de cas, et pas tous. Mais il y a un risque hardware et de ferme encore. Donc, non, faites pas ça, les gars. Donc, ouais, ça, je vais revenir à ce que. Donc, on a un channel WhatsApp avec chaque client. Je veux garder ce service premium. On est ultra réactif. Ils n'attendent pas 4 jours ou 5 jours. Ça fait vraiment quand je suis débordé, ça peut arriver que j'ai peut-être d'avoir au moins 48 heures, 72 heures et il me faut un petit up. Ça arrive très rarement. Et d'ailleurs, quand ça m'arrive, je me rends compte que ça veut dire j'ai trop surchargé mon planning, il faut que je redescende. C'est vraiment mon premier red flag. C'est quand j'oublie de répondre, c'est que ok, là, c'est un red flag, je dois ralentir, je dois enlever des choses de ma journée. Ensuite, une fois que la machine est installée, eux, ils vont avoir leur rapport tous les mois. Tous les mois, ils ont le rapport qui tombe. Ils ont l'accès au dashboard. S'ils ont une question, ils ont une question. Et sinon, en fait, ça coule tout seul. Par contre, ce qui est vrai pour la maintenance, il y a 2 solutions. Soit tu prends pas notre extension de garantie. Je viendrai après comment elle fonctionne. Soit tu as la garantie constructeur. Si tu as la garantie constructeur qui est de 6 mois pour des machines à altcoin, donc qui n'est pas Bitcoin, et de 1 an pour Bitcoin, comment ça se passe? Si tu as un souci sur la machine, on va prendre une machine Caspa, par exemple, qui produit à peu près 2 000 € par mois en ce moment. Pendant ta garantie constructeur, elle doit repartir en Chine. Tu perds 2 à 3 mois d'exploitation. Donc, le coût d'opportunité de 4 000 ou 6 000 €. Si le coin, un jour, il fait x10 ou x5, tu as perdu 30 000 ou 60 000. S'il descend, ça va. Donc, le coût d'opportunité, il est assez élevé. Si tu as une panne après l'extension de garantie, nous, on peut réparer sur place tout ce qui est alimentation, ventilateur, carte mère, tout ce qui est. Alors, je vais voir si j'en ai une ici. Par contre, ce qui est hashboard, on n'a pas de quoi réparer sur place. Là, on va l'envoyer dans un centre d'extension de garantie. Je vais en ramener une, si tu peux. Et la dernière. Tout ça. Ouais, je vais la montrer. Donc, ça, c'est une hashboard. Donc, je ne sais pas si le monteur, je vais lui faire du boulot ou pas, mais je peux afficher une machine de mining là, ou là. Pour montrer à quoi ça ressemble. Et en fait, à l'intérieur, derrière les ventilateurs, il y a 3 cartes de minage comme ça. Ces cartes-là, à chaque fois, elles sont composées de petits processeurs et puces ASIC derrière. Ça vaut quasiment un tiers du prix de la machine. C'est ce qui fait une seule. Donc, si ça, c'est en panne, c'est problématique. Pourquoi? Parce que le prix de la pièce, il représente un tiers de la machine à l'instant T quasiment. Si tu dois la remplacer complètement. Sauf qu'une machine, comme vous l'avez compris avant, elle peut faire x10 comme divisé par 10 en termes de prix. Donc, soit la pièce va être pas chère du tout, mais vous allez vous dire,
Ah ouais, mais si elle est pas chère, c'est que la machine n'est pas rentable. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je paye 300 ou 400 balles de main-d'œuvre pour C'est sûr. réparer la machine? Bof. À l'inverse, si demain ta crypto, tu vois, le Bitcoin il est à 200K ou que le Caspa il est à 5 dollars ou que je sais pas, l'Alephium il est à 20 dollars, tu dis oh, mais la machine elle vaut des centaines de milliers d'euros. Déjà, tu trouveras pas la pièce. Spoiler alert, si la machine vaut ce prix-là, personne va laisser des pièces comme ça dans un entrepôt parce qu'en fait, c'est tellement rentable que tu vas pas le laisser pas miner parce que c'est ça qui mine en fait. Hein. Donc, tu vas pas le laisser ne pas miner. Donc, tu trouveras pas les pièces de rechange et les centres de réparation vont être pris d'assaut. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un système d'extension de garantie. Comment il fonctionne? C'est à partir de l'installation de la machine. Donc, déjà, comment on fait businessment parlant pour être totalement transparent? Toutes les X extensions de garantie vendues, nous, on achète une machine en même temps que les clients. On en achète une en même temps et qui va servir à plusieurs choses. La première, c'est de devenir une machine de courtoisie, comme une voiture de courtoisie. Du moment qu'il y a une panne sur la machine du client de plus de 20 minutes, on a une API qui détecte et qui va switcher une de nos machines du portefeuille de garantie sur le wallet du client. Que la panne dure 1 heure, 1 mois ou 2 ans. Hein, la machine, elle prend le relais. Et que tu sois en garantie constructeur ou pas. C'est-à-dire que même si elle doit être en garantie constructeur, la machine doit partir 3 mois, toi, tu as une machine qui va tourner sur ton wallet. Deuxièmement, ça va servir en cas de gros bull run. S'il n'y a plus de pièces de rechange sur le marché ou que les centres de réparation sont pris d'assaut, nous, on va cannibaliser nos propres machines pour réparer la vôtre, ou alors on va carrément vous donner une des nôtres en échange de la vôtre qui est cassée. Et nous, on réparera celle qui est cassée et qui est du coup la nôtre. Si un jour c'est rentable et si un jour on trouve des pièces, mais c'est comme ça. Et le troisième truc, c'est souvent on me dit oui, mais Florent, comment tu fais? Et ça, c'est souvent les entrepreneurs qui me posent la question. Comment tu fais pour pas faire faillite avec ce système-là? Ça peut être dangereux. Imagine, tu as une mauvaise série, tu as 20% de casse et que le prix de la machine fait x10. Parce que c'est vrai qu'en Darty, ils vendent leur extension de garantie. Ils savent que le prix de la courroie du lave-linge, elle ne va pas faire x50. Quoi. Et c'est cool. Par contre, nous, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. En fait, c'est très simple. Tout ce qui est miné par nos machines en extension de garantie mine dans un wallet d'extension de garantie et on ne vend jamais le coin. C'est comme de la trésorerie qui est bloquée dans nos têtes et qui vont permettre de nous hedge face au marché. Si le prix des pièces a fait x5, il y a fort à parier que le coin il a fait x3, x4, x5 aussi. Vous voir souvent le même type en fait. Donc que la réparation coûte 3 000 ou 30 000, nous dans tous les cas on va réparer. Voilà comment super service. Impressionnant. Impressionnant parce qu'on a fait on a fait pas mal de calls avec des mineurs, on en a fait passer aussi sur le podcast et ils sont tous super intéressants. Et toi aussi, c'est super intéressant ce que tu fais et tu as peut-être même encore un service complémentaire sur pas mal de choses et vraiment bravo, on voit vraiment que tu t'es mis à la place du client. Et ça, c'est super important parce que souvent, c'est pas ce que les gens font. Donc vraiment, vraiment, vraiment bravo à toi. Actuellement, est-ce que vous avez des défis, notamment liés à la réglementation ou est-ce que moi, je connais déjà la réponse, mais c'est pour les gens qui écoutent le podcast. Ou est-ce que, voilà, dans l'écosystème du minage, il n'y a pas, pour l'instant, pas vraiment de réglementation parce que, voilà, vous ne détenez pas les cryptos, vous ne les revendez pas. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Yes, en fait, ça va dépendre des pays. La réglementation, ça va avec la géopolitique. Et j'irai plus loin. Alors, on va dire que la réglementation par rapport à la détention d'actifs, etc., nous, on n'est pas du tout concernés, donc on n'est pas embêtés. Donc, il n'y a pas de sujet du tout dessus. Et il n'y en aura pas, je ne pense pas en tout cas. Parce que pour le moment, on n'est vraiment que vendeur de hardware et hébergeur de hardware. Le client, s'il a envie de sécuriser notre blockchain que le Bitcoin avec du SHA-256 ou faire du mot de passe, il peut. Nous, on fournit un emplacement avec de l'électricité et on vend la machine. In fine, tout le monde fait de la crypto, on est d'accord. Par contre, la réglementation par rapport au mining, c'est vrai. C'est-à-dire que selon la présidence qu'il peut y avoir aux États-Unis ou en Suède, les lois qui peuvent sortir, le minage peut être grandement affecté. Je te donne un exemple, il y a eu le China ban, tous les mineurs ont été bannis de Chine à l'époque. Kazakhstan, il y a eu une guerre civile et après il a fallu bouger toutes les machines de là-bas. Maintenant, celles qui restent, c'est vraiment celles qui ont la licence et qui tournent et qui sont fiables. Tu vas avoir beaucoup de fermes illégales, tu as des gens qui vont miner en Algérie alors que c'est interdit. Tu vas avoir ceux qui minent à... Nous, on voulait miner à Dubaï et on s'est aperçu d'un truc, c'est qu'en fait, compte quasiment, on ne peut pas dire 100%, mais on va dire plus de 90% des fermes à Dubaï. Et c'est dommage, parce qu'on aurait adoré miner là-bas avec les anciennes générations, même s'il fait très chaud, tu dois éteindre l'été. Mais en tout cas, recycler les vieilles machines ou les machines qui ont déjà 1 an et demi, 2 ans et avec le halving qui sont plus rentables, ça aurait été top d'aller là-bas. Malheureusement, on s'est rendu compte que, et tu vois, là, on arrive de nouveau sur de la régulation, qu'en fait, les tarifs d'électricité sont subventionnés pour faire de l'agriculture. Et qu'en fait, quasiment tout le monde utilise des tarifs qui sont subventionnés pour faire de l'agriculture.
pour faire du mining. Et ils sont en train de couper les fermes une par une, en fait, de les shut down. Bah ouais, Je pense qu'il y a l'Eldorado à prendre. Effectivement, ils l'ont pris. Les premiers qui l'ont pris, jackpot. C'était un peu couillu, mais le pari, je pense qu'il a été rentabilisé rapidement. Mais y aller aujourd'hui, je pense que c'est suicidaire, quoi. Donc, et avec ma chance légendaire, je sais que si j'y vais, comme demain. je me fais éteindre hier. Tu sais, ils savent même pas que je vais encore faire du mining. Non, ici, il n'y a rien. Ouais, et puis après, Dubaï, ça peut être aussi ce qui s'est passé au Venezuela. Tu vois, il y a des choses qui peuvent être nationalisées aussi. Il y a des potentiels risques. Ça, je pense pas vraiment, parce qu'on n'est pas dans un pays d'ultra-gauche communiste, tu vois, plutôt l'inverse, on est dans un pays ultra-capitaliste, donc ça serait envoyer un mauvais signal au business que de faire ça. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas ce risque à Dubaï. Je peux me tromper, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas ce risque-là, que ça soit à Oman ou nulle part ailleurs. C'est quand même, ils ont plutôt une vision capitaliste que communiste. Donc je pense pas qu'il y ait ce risque-là. Par contre, le risque de se faire éteindre la ferme et tout, ouais, carrément. Ou peut-être même de saisir les machines. Donc il faut quand même faire gaffe. Saisir, oui, pourquoi pas, mais je pense pas. Je pense que ça me paraît très gros quand même. Donc il faut faire attention. La géopolitique, c'est clairement un des layers de risque. C'est une couche de risque supplémentaire. Nous, c'est pour ça qu'on mine quasiment que dans des pays occidentaux, des pays du Nord, où il fait froid et où il y a une justice en face. Tu vas au Venezuela, on me dit « Ouais, mais porte plainte ». Je dis « Bah oui, bien sûr, je vais aller à Caracas, je vais porter plainte contre le gouvernement. » T'as une meilleure idée, mon lapin? T'as une meilleure idée pour que je pose le pied en avion, je finis en prison. Ouais, t'as une meilleure idée pour que je ne revienne jamais. Non, mais donc, donc, bien sûr, il y a ce risque-là. Le gain est toujours proportionnel au risque. Tu vas aller miner au Wakanda, ça va être plus rentable que miner en Islande. Mais ça impactera que le prix de l'électricité, tu vas diminuer d'autres critères à côté. Donc, pour des anciennes machines ou des machines moins rentables, oui. En fait, c'est comme si tu voulais faire un Uber ou faire du VTC, ouais, justement, et que tu achètes des BMW, enfin des BMW. Bon, je suis alsacien, je dis BMW. Donc, tu achètes des Mercedes à 100 000 balles la Merco, et tu te dis, tiens, si j'allais faire taxi en Mauritanie à 2 € de l'heure. Ouais, super rentable. D'abord, ta Mercedes, tu vas la poncer à Paris ou quelque part où tu vas bien charger, et quand elle a 300 000 bornes, à la rigueur, tu l'envoies en Mauritanie ou au Wakanda faire taxi. Mais il n'y a aucun intérêt d'envoyer un carrosse, tu vois, tout neuf, avec une super efficience dans un endroit. En fait, et même si tu avais le choix avec des voitures moins chères, tu as le choix entre, je sais pas, une Renault Mégane qui consomme 10 litres au 100 et qui coûte 10 000 €, ou tu as le choix entre une Renault Mégane qui coûte 5 000 €, exactement la même, mais qui consomme 15 litres au 100. En fait, ça dépend le prix de ton essence et le prix de ta course. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait. Ça dépend de l'utilisation. Le mining plus rentable. Pas forcément, ça dépend. Ça dépend toujours de ta stratégie. Et c'est pour ça qu'il y a un appel de quasiment 1 heure où on explique tout. Ok, bah tiens, merci aussi de l'expliquer ça. Actuellement, tes clients, c'est du B2B, du B2C. Ils sont localisés en France, un petit peu partout. Tu peux nous donner un petit peu tes clients cibles, un petit peu? J'ai un peu partout. J'ai quand même 70% d'entreprises, je dirais. Il y a quand même beaucoup de retail à 10 000, 15 000, 20 000 €. On va dire des gens déjà capitalisés en diversification de patrimoine. On a des fonds d'investissement quand même qui sont dedans, avec plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont rentrés récemment. Des wealthy people, des boîtes. Beaucoup de gens aussi qui arrivent en fin d'année et qui se disent « Oh là là, il y a l'IS qui arrive, comment je fais pour impacter mon résultat ?» Alors, soit je passe tous mes impôts avec ma trésorerie, j'investis dans de la crypto parce que j'ai envie de la crypto. Soit en fait, il y a une solution qui s'appelle le minage de crypto-monnaie qui permet en fait de faire de la charge. Donc, c'est un peu comme du LMNP, hein, pour ceux qui connaissent l'immobilier. Le minage, c'est pareil, hein, c'est de l'immobilier meublé surboosté, quoi, avec le risque aussi surboosté, quoi. Donc, notre clientèle, elle est assez vaste. J'ai pas mal de clientèle suisse. Okay. J'ai beaucoup de clientèle suisse, française, d'un peu partout du monde, quand même francophone, quand même beaucoup, hein, des Belges. J'ai pas mal de Belges. Comme Kevin, c'est un très bon pote. Je passe souvent avec Monsieur TK dans ses vidéos et tout. Ah oui, il est cool. On l'a eu. Hier, on a fait un live ensemble d'ailleurs sur la chaîne de. Je crois que c'est à Sadek, le Space. On a fait un Space sur Twitter. Il y avait pas mal de monde sur on parlait de Caspa hier soir. Pour ceux qui ne savent pas, on est le 29 aujourd'hui. Je ne sais pas quand ça va sortir. On est le 29 juillet. Donc voilà, vraiment, il y a un peu de tout le monde. Il y a vraiment un peu de tout le monde. Plus francophone, forcément, que d'anglophone, mais il y en a aussi.
Il y a des clients qui te demandent d'acheter une machine pour la mettre chez eux. Ouais, je le fais, mais rarement. Moi, j'aime pas trop le faire. Ouais. C'est pas mon cœur de métier. Il y a d'autres sites qui le font très bien. Je pense que c'est un autre cœur de métier, c'est une autre clientèle. Non, C'est mais je plus comprends. compliqué parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu vends la machine à un Européen, déjà, il va se prendre la TVA dessus, alors que nous, on évite la TVA, on vend les machines hors taxe. Quand tu les vends en Islande, ça permet de l'acheter hors taxe. Pareil, les taxes dans d'autres pays sont moins élevées. Donc, quand tu achètes ta machine déjà 20% plus cher parce qu'il y a la TVA, moyen. Et la TVA n'est pas récupérable dessus sur une machine de mining, parce qu'en fait, tu ne vas pas faire de la TVA sur ce que tu vas miner derrière, donc tu n'as pas le droit d'être assujetti à la TVA. Donc, ouais, compliqué. Et la simple et bonne raison aussi, c'est un risque d'entreprise. Moi, en fait, j'ai vraiment voulu créer la société la plus résiliente possible. J'ai vu les erreurs du passé, ce que j'ai vu chez d'autres aussi. Je ne dis pas que j'en ferai pas, je vais en faire et j'en fais tous les jours. Mais en tout cas, le fait de prendre, par exemple, plein de petits clients à 1000 ou 2000 euros, ça te fait avoir, soit tu dois baisser ta qualité du service en termes de service client et de conseil, parce que forcément, tu ne peux pas passer 1 heure d'appel avec un client qui va prendre 200 euros de machine, parce que tu vas marger 2 euros ou 4. Donc, pas la peine. Et du coup, après aussi, c'est des personnes à embaucher. C'est-à-dire que même si tu as des clients à 1000 euros, il te faut un service client en face. Service client, c'est les salaires. C'est terrible de le dire, mais moi, moins j'ai d'employés, mieux je me porte, mieux l'entreprise se porte. Nous, on est vraiment, on prône l'automatisation. Chaque jour, quand je crée les process, même de logistique, je mets des couleurs de cases, je dis automatisable un jour, pas encore automatisable, une personne, un acte humain est nécessaire. Et tout ce qui est automatisable, on va l'automatiser en fait. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait, d'avoir une personne. Une personne, c'est une erreur humaine possible, c'est une maladie possible, c'est une perte, une transmission de connaissances et surtout un salaire à sortir en face en fait. Et quand tu es en bull run et que tu as, je sais pas, 30 000, 40 000 par mois de service client, why not? Quand tu es en bear market et que les clients ils font plus d'argent et que toi t'en fais pas non plus, comment tu fais? Donc non, je préfère garder pour le moment, ou alors vraiment prendre des personnes hyper sharp, comme j'ai dit, qui vont qui vont vraiment avoir la plus-value incroyable à ouais, ton voilà, service. vraiment le service, tu vois, vraiment le conseil en face, etc. Donc là, oui, et ça sera plus des account managers, sales, commerciaux que du service client pur et dur en fait. D'ailleurs, je pense que le service client à terme pour des services de qualité est voué à disparaître et que ça va être plutôt des account managers, des commerciaux qui vont connaître le produit plutôt que juste du closer et du SAP qui prend son arbre de réponse et qui va t'envoyer la réponse qui est pas fort. Oui, qui va coller à 90%, mais les 10% restants, ils sont quand même importants. Totalement. Donc, je pense que ouais, en fait, dans le business, je pense qu'il y a que 2 façons de faire de l'argent. C'est soit tu fais du volume, soit tu fais de l'impact. C'est-à-dire que soit tu vends à énormément de personnes et du coup tu scales tout. C'est-à-dire vraiment tu automatises avec les réponses qui sont pas folles et tout, comme du Amazon, des trucs et tout. Et encore, ils ont des mecs qui chattent qui sont pas mal en face. Mais du coup, tu vas faire du volume à mort. Soit tu dois vendre des produits chers et qui ont un gros impact à peu de personnes avec un service de qualité. Mais être au milieu, c'est pas rentable. C'est pas bon. C'est pas bon de vouloir faire les deux en fait. Peut-être que l'avenir dira que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. C'est très malin comme perspective, vision, en tout cas, que tu as sur du long terme pour ta société. Et on voit aussi que voilà, tu déconseilles, par exemple, je suis un client, je voudrais mettre ma machine chez moi, bah, toi, tu le déconseilles directement, tu dis, moi, je ne le fais pas. Voilà, parce que stratégiquement, c'est pas bon et c'est super malin. Par exemple, est-ce que le client peut choisir le pays dans lequel il voudrait? Est-ce que toi, tu as plusieurs options? Tu parlais de l'Islande, mais je sais que tu as d'autres options. Est-ce qu'on peut choisir dans quel pays on est? Est-ce que toi, tu es là justement pour les conseiller en disant, bah là, ça sera plus intéressant pour vous? Tu peux nous en dire plus par rapport à ce choix-là? Yes, ouais, complètement. Je vais juste revenir sur le fait de mettre la machine chez soi et après j'embraye sur ça. Ouais. La machine chez soi aussi, il faut se rendre compte que ça fait 90 décibels, ça fait énormément de chaleur, il y a un risque d'incendie. Si vous ne payez pas l'électricité, quelqu'un la paye. Souvent on me dit oui, mais je suis étudiant, je ne paye pas les LEC. Ouais, mais une machine consomme 600 euros d'électricité par mois. Tu ne penses pas que ton propriétaire va s'en rendre compte? Ça va pas se passer. 600 par mois en France? Ouais, en France, ouais. C'est 600, Ouais, 700 une machine, là où en Islande, on est à 200. Donc, quelqu'un va s'en rendre compte. C'est-à-dire que si tu payes pas les lecs, soit tu la voles, soit quelqu'un la paye pour toi, en fait. Donc, dans tous les cas, c'est une mauvaise idée, en fait. Et si tu payes les lecs, bah, c'est encore plus une mauvaise idée. Donc, il y a vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte.
le risque de séparation aussi, parce que dormir avec du bruit, Ouais, et non. enfin, bref, il y a plein de choses. Pareil, si la machine tombe en panne, déjà, il faut apprendre à la faire. En fait, il y a une différence entre le business des gens qui vendent des machines pour chez les particuliers et nous qui vont les héberger. Déjà, on n'est pas au même prix, on sera toujours plus cher parce que tu as des frais d'importation et tout, c'est pas du brut. Il y a les frais de recherche du data center, les coûts que ça a eu de faire ce data center et d'avoir la place dans le data center. Ça coûtera toujours plus cher que faire quelqu'un qui fait du dropshipping de machines, qui prend un faible pourcentage auprès du fournisseur et qui va vendre la machine chez le particulier. D'un côté, tu as quelqu'un qui va vendre un sac de ciment en dropshipping, qui va l'envoyer chez la personne, et la personne doit avoir la connaissance pour monter le mur, trouver l'emplacement, faire le mur et tout. Et de l'autre côté, tu as une solution où tout est en clé en main de A à Z. C'est-à-dire, on va trouver l'emplacement, on va construire le mur, on va en faire un appartement et on va gérer la conciergerie. Donc, c'est pas pareil. C'est pas le même métier. Et le dernier point, c'est les garanties. C'est-à-dire qu'en Europe, tu es obligé de faire une garantie constructeur de 2 ans. Tu es obligé de vendre avec une garantie de 2 ans normalement. Tu n'as pas le droit de vendre en dessous. Sauf que la garantie constructeur est de 6 mois. Comment tu fais en termes de business si tu vends une machine aujourd'hui à 40 000 $ et qu'elle tombe en panne dans 8 mois et qu'elle est en train de ramener 200 000 par mois parce que l'Alephium, il a fait x4? Comment tu fais? Comment tu fais si tu te prends un procès dessus et que le client il te réclame, je sais pas, 800 000 € ou 1 million de coût d'opportunité pour une machine que tu as vendue 40 000 ou tu as margé 1 000 € dessus? Ou 2 000 ou 3 000. Le risque est pas là. Le risque est pas là. Sachant que le mec, il a peut-être mis dans sa cave, dans la poussière, il a overclocké à mort, et toi, tu es censé lui faire la garantie. Donc non, je ne prends pas ce risque-là. Si vraiment quelqu'un veut des machines pour chez lui, on peut en parler, mais en vrai, c'est vraiment pas notre cœur de métier. Ok, super clair. Et donc du coup, pour les pays, le choix des pays? Ouais, pardon. Le choix des pays, oui, c'est possible quand on a de la place. Aujourd'hui, l'Islande, on est rempli à 99%. Bravo. Ouais, merci, mais c'est bien et c'est pas bien. États-Unis, on est rempli aussi. On va ouvrir prochainement d'autres sites. On est en train de regarder Texas et Canada qui vont arriver dans 2-3 mois. On était en train de regarder l'Éthiopie, mais ça se passe pas forcément trop bien encore pour le moment rentrer dedans. Donc on regarde en éclaireur, on essaye des choses. On peut avoir le Kazakhstan aussi. Et en fait, oui, on va laisser choisir le client le pays avec le risque, mais à certaines machines, je vais mettre carrément mon veto. Quelqu'un qui va acheter une machine Alephium à 40 000 $ et la placer en Éthiopie, je dis non. La Rolls-Royce, tu la gardes dans un garage à Rolls-Royce. Je te débranche une de mes machines à moi Bitcoin en Islande. C'est ce que je fais d'ailleurs sur mes dernières machines à moi Bitcoin qui restent. Je dis, je préfère te débrancher une machine à moi qui me ramène 6 € par mois en ce moment parce qu'elle est vieille et te brancher ta machine à Alephium à toi qui va t'en ramener 25 000 plutôt que de la placer en Éthiopie. Donc oui, on est sur les toutes dernières places de machines sur l'Éthiopie, sur l'Islande, et on est en train d'ouvrir de prochains sites. Mais j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc j'avais fermé le calendrier pendant 3 semaines. Quelques places se sont libérées à nouveau, donc j'ai réouvert le calendrier pour celle-là. Et si on est complet et que j'ai plus de place en face, je referme malheureusement le temps 2 et je fais une waiting list. Ok, bah en tout cas, félicitations, on voit que ça marche bien pour toi et vraiment, c'est super plaisant à voir des entrepreneurs français ou d'autres pays qui développent des choses et qui réussissent et qui ont un parcours croissant avec des difficultés, etc. Enfin voilà, c'est franchement vraiment bravo à toi. On a parlé un petit peu de l'avenir de Blob, mais est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de l'avenir du Web3? Comment toi tu le vois arriver? Est-ce que tu penses que voilà, la conjoncture fait que ça grandit bien? Est-ce que tu trouves que ça grandit assez vite? Est-ce que tu trouves que, par exemple, les nouveaux gros acteurs qui se sont mis un petit peu dans les cryptos il n'y a pas très longtemps, notamment BlackRock, c'est bon signe? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une vision globale de ta vision sur le Web3? Yes, je parlais du Web3 et de la crypto en général. Je pense qu'il y a beaucoup de bullshit. Vraiment. Je pense qu'il y a des start-upers qui se touchent la nouille à faire des projets qui servent à rien, lever des fonds, cramer les fonds et dire ah bah ça n'a pas marché, mais c'était voué à l'échec en fait dès le début. Tu as des projets qui sont ultra bien, mais il faut faire attention dans ce Capharnaüm en fait dans quoi investir. Faut vraiment faire gaffe. Il y a vraiment des choses où on est là, ça ne sert à rien. On voit avec les mêmes coins, des trucs et tout. Toutefois, j'ai appris aussi avec le retour d'expérience qu'un projet bien marketé fonctionnera mieux qu'un projet technique. Et l'idéal, c'est de trouver quelque chose qui allait deux. Tu vois, par exemple, le Caspa, c'est un projet qui est technologiquement bien. Mieux que Bitcoin, je ne sais pas. Je ne suis pas dev, je ne suis pas core dev. En tout cas, il me paraît très bien. De ce que j'en entends, en tout cas, c'est très bien. Et marketingement, ils sont méga forts. Et j'ai vu plein de projets en fait qui se sont cassés la gueule parce que le marketing n'était pas là. Donc, pour revenir sur ta question sur le Web3,
Je pense que c'est un beau milieu, qu'il y a beaucoup de choses à faire. La vision, ouais, par rapport à BlackRock, par rapport à Trump qui en parle, c'est quelque chose que j'aurais pas pu imaginer à l'époque. Je l'aurais Ah ouais. jamais imaginé. Jamais. Jamais. Et je pense malheureusement, et peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper un jour, que sur Bitcoin, la vision de Satoshi Nakamoto, elle est morte. Je pense que Bitcoin va monter encore, hein, c'est mon avis perso, mais que la vision que les frais de transaction vont remplacer l'émission de nouvelles cryptos, que ça va être ultra adopté et tout, et servir de monnaie, de peer-to-peer cash system, c'est un peu mort. C'est-à-dire que c'est pas scalable, ça va être une réserve de valeur, oui, mais au final, on le voit bien que la plupart des flux Bitcoin aujourd'hui en volume se passent sur les exchanges et de plus en plus sur les ETF. Donc en fait, ça bouge pas vraiment sur la blockchain. Donc comment tu veux que les frais en fait ils montent Ça va pas être le cas. Donc pour moi, il y a que deux solutions à 10-15 ans quand on aura miné 99% des Bitcoins, c'est que soit le Bitcoin il est à zéro, soit il vaut des millions. Mais c'est pas les frais de transaction qui prendront le relais. Donc j'ai une tendance à croire que ça ira plutôt vers ma deuxième solution parce que c'est tellement adopté et un peu too big to fail maintenant. C'est en train de vraiment devenir, on le voit quoi. Donc je pense que c'est plutôt bon signe pour nos portefeuilles, mauvais signe pour tout ce qui est décentralisation, centralisation, etc. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est comme Internet au début, ça appartenait aussi à Cypherpunk. Aujourd'hui, tu n'as plus que des GAFAM. Donc voilà. Je pense que cette vision utopiste qu'il y a eu au début, ça va être compliqué. Tu pourras toujours le réaliser. Et je pense que c'est important de se battre en fait pour garder la possession de ces cryptos et non la propriété. Je m'explique. Ça veut dire que quand tu attaques les privés dans ta tête, tu possèdes ta crypto. Elle est à toi. Mais par contre, si on te la vole, tu ne peux pas prouver que tu étais propriétaire. Tu ne peux pas dire ils étaient à moi et quelqu'un, une entité va dire c'était à lui la propriété, on va les reprendre, on va les redonner. Tu ne peux pas. Tu les as perdus, tu les as perdus. Par contre, la propriété de la crypto, par exemple, tu es sur un exchange ou je sais pas, tu es à la BNP demain qui stocke ton Bitcoin et tu te fais pirater et que la BNP va saisir le compte de l'autre et redonner tes Bitcoins, c'est parce que tu en avais la propriété. Et en fait, quand tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que si tu es propriétaire, tu dois passer par une entité, ou peut-être qu'un jour ils sortiront une solution, mais tu dois passer par une entité centralisée qui peut permettre aussi de te baiser toi. Donc, et je pense que c'est important d'avoir les deux. En fait, très souvent, les gens qui se battent pour la possession se battent contre la propriété. Et inversement, les gens qui souhaitent réguler se battent contre la possession. Et en fait, je pense que ces deux systèmes doivent cohabiter. C'est-à-dire que mon père, oui, lui, il va préférer que son Bitcoin il soit stocké au Crédit Mutuel ou je ne sais où, et avoir la propriété dessus et que tu accèdes par un mot de passe. Et tu as des gens qui vont préférer posséder. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait un système qui surpasse l'autre. Et je pense que c'est vraiment important sur ça. Et j'en parlais à l'époque par rapport aux crypto vierges. Et par rapport aux crypto vierges, où justement, je disais, oui, un jour, vous allez voir, vous n'allez plus avoir le droit d'envoyer de l'argent sur vos ledgers. Je dis, ça se trouve, un jour, ils vont vous empêcher de sortir du système. C'est-à-dire que de l'argent du Bitcoin que tu auras acheté sur Binance, tu pourras l'envoyer sur Kraken, crypto.com et tout, mais tu ne pourras plus sortir sur un custodial wallet. On me dit, mais non, mais t'es fou, t'es taré et tout. Je dis, je suis taré. Il dit, oui, mais comment ils vont me dire, moi, si j'ai mes bitcoins sur ma ledger, ils vont pas me forcer à les remettre dans le système. Et ben si, hein, avec l'or, les Américains, ils ont fait pareil dans les années 30. C'est-à-dire, ils ont dit à tout le monde, ramenez l'or. Et vu que la blockchain est transparente, on leur a fait ce cadeau. C'est-à-dire qu'ils savent exactement où est ton bitcoin, hein, si tu l'as acheté sur Binance. Et c'est pour ça que je pense que de l'argent, de la crypto qui a été minée via qui a été miné, pardon, j'ai été un peu déstabilisé, mon fils qui toque à la fenêtre. Donc la crypto qui a été minée, vu qu'elle n'a jamais passé un KYC, elle n'est jamais rentrée dans le système, aura peut-être un jour une valeur supplémentaire à de la crypto qui a été KYCisée. Et si un jour ils interdisent de sortir, tu auras deux cours de la crypto. La crypto qui n'a pas été dans le système et la crypto qui est dans le système. Et on me disait, non, t'es fou, ça n'arrivera jamais, on s'en rapprochera même jamais. Aujourd'hui, on voit bien que les acteurs, si tu souhaites être payé, tu n'as plus le droit d'être payé par une ledger. Tu dois avoir, ou alors, il faut KYCiser le wallet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Mika et le Travel Road, enfin, tout ce qui est en train d'arriver, tu n'auras plus le droit, en tant que, je sais pas, Binance ou demain, quelqu'un qui vend des produits en crypto-monnaie, tu n'auras plus le droit de recevoir un paiement d'un custodial wallet.
que ce soit une Ledger, SafePal ou un Paper Wallet. Ouais. Donc c'est le début en fait. Et je pense que c'est important de se battre pour conserver les deux et surtout pas se faire bouffer là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, super intéressant, encore une fois, les sujets qu'on aborde ensemble, parce que tu as une vision qui est large, globale et très précise, et tu as la capacité vraiment de vulgariser, expliquer les choses, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas dans l'écosystème. On parlait tout à l'heure un peu des geeks et tout, voilà, qui ont parfois du mal à s'exprimer, et toi, c'est pas ton cas, c'est vraiment très bien dit. J'ai une dernière question un petit peu pour toi. Nous, on s'est rencontrés, enfin, moi, j'ai rencontré ta société grâce à un événement. Et est-ce que c'est quelque chose que vous faites assez souvent? Est-ce que vous vous déplacez dans l'événement pour rencontrer votre public? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Ouais, très souvent, on fait pas mal d'events. Alors, pas tous, hein, on snipe, Ouais. on va dire, ceux qui sont le plus intéressants pour nous. Moi, j'ai quand même une vie de famille à côté. Donc là, je suis parti quasiment un mois pour chercher des nouvelles fermes aux États-Unis. J'étais au salon à Miami de Mining Disrupt. Après, j'étais au WDMS de Bitmain. Donc, je bouge quand même beaucoup. Donc, je choisis les événements. Là, le prochain où on va se rendre, ça va être le Surfing Bitcoin et le Shaka de Biarritz. Ensuite, ça va être, on ne sait pas, on verra. Ce qui est sûr, c'est Auxerre. CryptoCerf, c'est un événement À la rentrée, qui est vraiment top. C'est en janvier, fin janvier. Les gens, ça peut faire sourire, mais ils ont réussi à créer un des plus gros événements crypto à Auxerre. Paris Blockchain Week. On va faire des événements qui sont plus entrepreneurs aussi, mais c'est aussi pour m'apporter de la connaissance à moi en tant que chef d'entreprise. Parce que, et même, j'aime bien avoir un regard extérieur, pas juste rester avec des œillères dans le monde de la crypto, mais voir ce qui se fait ailleurs, voir les bons procédés ailleurs, les astuces, les trucs et tout. J'aime bien être, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. C'est un peu vieux pour ceux qui n'ont pas la ref. Mais ouais, j'aime bien faire les événements, mais il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que si tu peux pas être au four, au moulin, au champ et partout en même temps, quand tu es trop à un endroit, tu n'es pas assez à un autre. Donc il faut bien c'est sûr. pareil, il y a des événements qui vont demander des sponsorings qui sont hors de prix. Il y a des gens. Alors, ce qui est vrai, c'est que par exemple, quand je suis invité à donner une conférence sur le mining et tout, là, j'y vais toujours, avec grand plaisir, quoi. Sauf ceux qui me disent oui, il faut que tu payes tant et tant pour parler. Alors attends, je regarde l'équation, j'apporte de la valeur à ton événement et je dois payer. En plus, je dois payer, ouais. Je fais non, pas trop, ouais. Tu me défrayes à la rigueur ou je viens gratuitement avec grand plaisir parce que moi je suis content, ça me fait du contenu pour les réseaux sociaux, alors qu'au final, en plus, donc je fais un appel, on va embaucher un community manager bientôt parce que en fait, j'ai pas le temps de les faire les réseaux sociaux. J'ai vraiment pas le temps. Mais ça fait toujours du contenu, donc c'est bien, ça fait de la visibilité, ça fait des leads, donc c'est plutôt cool. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais ouais, parfois il y a des trucs, c'est pas. Je vais te donner l'exemple. Désolé pour eux, mais voilà, on avait fait un événement sur la cybersécurité à Lille. Les organisateurs du salon ont fait payer aux mecs de la crypto, je crois, je sais plus, quelques milliers d'euros le stand, en promettant monts et merveilles, et ils nous ont mis à la cave, mais littéralement à la cave. C'est-à-dire que s'il y a 3 personnes qui sont passées, c'est beaucoup dans la journée, quoi. Sachant que c'est le rapport qualité-prix de l'événement. 3 jours à tous les exécutifs de la boîte, donc moi Julien, plus les frais de déplacement, plus le temps où on n'a pas bossé sur autre chose, et avec 0 en face, quoi. Donc maintenant on sélectionne bien les événements parce que partout tu fais rien en fait. Et on a vraiment nous, il faut qu'on développe la boîte. Moi, l'objectif principal, c'était effectivement de faire du chiffre d'affaires au début, mais surtout d'automatiser la société au maximum et d'être prêt pour un bull market, pour avoir de l'acquisition un peu plus massive et surtout avoir un meilleur service. Moi, c'est vraiment ça qui m'obsède, c'est le service qui est rendu en face. Alors, je ne fais pas le marché. Si le marché, la difficulté monte, j'y peux rien, mais tout le service qu'il y a derrière, j'y peux quelque chose. Ok, bravo encore une fois pour cette vision et super en tout cas, impatient de te revoir encore dans d'autres événements. On arrive gentiment à la fin du podcast. On sait que ton temps est précieux, on va pas pouvoir faire trop long parce que voilà, tu as beaucoup de travail et on va devoir stopper. Par contre, le dernier sujet, la dernière chose, c'est qu'on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc le mot de la fin, ça peut être tout simplement un sujet qu'on n'a pas abordé, un sujet que tu as abordé sur lequel tu veux reprendre une précision, un mantra, un dicton, peu importe. Voilà, quelque chose que tu veux partager avec nos auditeurs. Tu as ta carte blanche. Ça peut prendre 2 secondes comme ça peut prendre 10 minutes. C'est toi qui décides. Et voilà, on t'écoute pour le mot de la fin. Je vais être très bref. Arrêtez d'acheter de la crypto. Produisez-la. Vous savez où me contacter. Tout simplement. Merci beaucoup, Florent. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. On va mettre tous les liens en description pour les gens qui suivent le podcast et qui veulent aller voir tout ce que fait Florent. Franchement, vraiment bravo pour ce que tu fais. C'était un plaisir de t'avoir sur Token Talkers. Merci. Et à très vite. Merci Jean. À la prochaine.